Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Retour à la normale organisé par notre cabinet Juliet Starwen et le MAG RH. On est ravis de vous avoir avec nous ce matin. Juste en guise de petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas encore Juliet Starwen, et il y en a, je vous rappelle que Juliet Starwen, c'est la fusion de deux cabinets en 2015 qui étaient Bernard Julier et le cabinet Starwen, cabinet de stratégie organisation, Bernard Julier étant plutôt spécialisé dans tout ce qui était capital humain. Et depuis 2015, l'objectif de notre fusion était d'accompagner la transformation des organisations avec ce double prisme qui est People and Business. Alors c'est ce qu'on voit ici, et aujourd'hui nous sommes 18 communautés qui intervenons à différents niveaux sur les problématiques de transformation des organisations. Quant au MAG RH, eh ben alors vous le connaissez peut-être et vous avez peut-être déjà téléchargé le MAG RH, qui est représenté aujourd'hui par François Gueuze, ici présent, qui fait partie de la table des invités. C'est un trimestriel qui existe maintenant depuis 3 ans, qui on télécharge à 180 000 exemplaires et qui a 25 000 abonnés à sa newsletter. Et la particularité du MAG RH, comme dit François, c'est que je fais parler toutes les parties. Voilà pour les présentations de ce partenariat JS et MAG RH. Alors, sur la table de nos invités, pour travailler sur cette thématique, peut-on encore parler de management, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Diery, qui est le directeur général de Dekra Automotive sur la zone Europe Sud-Ouest. Xavier va nous faire le plaisir de partager justement ses convictions sur tous ces sujets-là, de ce qu'il a vécu avec ses équipes dans ce Covid et dans cet après-Covid des confinements. François Gueuze, donc, qui est le rédacteur en chef adjoint du MAG RH. Luc Tardieu, qui est partenaire chez Juliet Starwen et qui s'occupe de toutes les activités learning et management, leadership et management, comme vous voulez. Et pour m'accompagner ensuite, après l'interview que j'aurai faite de nos 3 intervenants, Emmanuel Joseph Dailly, qui est en charge du lab de recherche et de prospective de Juliet Starwen et qui animera la session des questions-réponses. Alors vous allez me dire, mais comment on pose des questions? Justement, c'est la slide suivante. Comment on pose des questions, vous participants? Donc l'objectif, c'est pendant 30 minutes, je vais interviewer François, Xavier et Luc, et vous pourrez poser des questions qui arriveront chez Emmanuel. Et Emmanuel sera digne de votre porte-parole et posera les questions que vous aurez posées durant toute l'intervention. Alors, c'est très simple, vous avez un chat, en l'occurrence, et dans le chat, vous posez vos questions directement à Emmanuel Joseph Dailly. Si vous n'entendez pas, cliquez sur la petite flèche orange, voilà, vous avez un petit slide, et vous pourrez, en l'occurrence, régler le point en question. J'espère que c'est très clair. J'imagine que certains d'entre vous avez déjà l'habitude de ce type d'outil. Donc, c'est GoToWebinar, qui est un outil assez classique aujourd'hui pour les webinars. Bien, alors, ce que je vous propose, c'est de commencer avec nos invités. Donc, j'ai une première question pour Xavier, François et Luc. Selon vous, qu'a réveillé le Covid en termes de management et qu'a-t-il mis en lumière selon vous? Et j'ai une sous-question, c'est finalement, peut-on parler d'un nouvel ordre managérial? Qui veut commencer? Peut-être François, tu veux commencer? Oui, alors, la question ressemble un petit peu à Dieu existe-t-il au départ, vous avez 3 heures. Non, alors, essayons d'être un peu plus concis, si vous voulez bien, et de tenir quelques enseignements de cette période, si tant est qu'on en soit vraiment sorti. Dans ce retour à la normale, je pense que tout d'abord, on a fait un certain nombre d'erreurs. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont en activité réduite, sont encore en télétravail un peu contraint et forcé. Et encore hier, une étude sortie indiquait que 42% des salariés étaient en situation de détresse psychologique, déclarée tout du moins. Ils étaient 47% pendant le confinement. Tout ceci illustre pour moi le fait qu'on ne peut pas considérer que le management est une activité de masse. Il n'y a pas de prêt-à-porter, c'est de la haute couture qui doit s'ajuster d'une certaine façon à toutes les situations.
On ne doit pas oublier que toutes ces situations qui se juxtaposent dans l'entreprise, salariés présents en télétravail, en activité réduite, etc., eh bien, le management va devoir s'adapter et prendre des formes diverses avec chacune d'elles. En matière de relations sociales, qui est un de mes sujets favoris, j'ai envie de dire, mon ami Landier, un jour, a formulé la théorie dite des deux guichets, le managérial et le syndical. Cette théorie des deux guichets, elle permet très facilement de comprendre comment les situations dérapent d'une certaine façon. Comment, par manque de communication, par lourdeur des processus de décision, eh bien, on génère parfois plus de difficultés qu'un problème initial. C'est l'histoire de « j'ai perdu ma clé de 12 » et qui finit par un piquet de grève à l'entrée. Pourtant, une clé de 12, c'est pas très compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains cas, la crise qu'on a connue, qu'on connaît et qu'on va connaître d'ailleurs, il faut qu'on fasse très attention à ne pas ajouter la crise à la crise. L'exemple type, c'est quand on a échangé et que tu as eu la gentillesse de m'inviter, Julien, c'est cette logique de l'effet Hulk, je reprends ton terme, ou pour moi que je qualifie comme étant un excès de contrôle. Plus tu es à distance, plus tu veux contrôler, plus tu t'entêtes, plus tu deviens agressif, puis en définitive, ça ne sert à rien. Voilà. Selon moi, cette crise a mis en lumière, en fait, la nécessité de la prise en compte du contexte de management, de la communication, de l'écoute, et d'une certaine façon, l'expression d'attente en matière d'autonomie et de responsabilité de la part de nombre de collaborateurs. On le voit dans tout un ensemble d'enquêtes qui sont en train de fleurir sur le télétravail, la manière dont ça a été vécu, etc. Tout ça, c'est pas sans bousculer nos habitudes de fonctionnement des organisations. Organisations parfois que j'ai envie de qualifier d'horlogères. Hein, vous savez, les trucs, tout est bien huilé, tout fonctionne bien, les bons processus au bon moment, etc. Le zéro stock, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et d'une certaine façon, du jour au lendemain, ces organisations horlogères, elles ont vu tous leurs ressorts se gripper. Et s'il y a bien un point à retenir de cette période, c'est que ces organisations horlogères, elles n'ont pas suffisamment de souplesse, elles n'ont pas été conçues de telle façon que la réadaptation soit facile. Et très souvent, c'est le management qui s'est arrangé pour que, excusez-moi, faut que ça tourne, quoi. Voilà ce que je pouvais dire peut-être sur ta première sollicitation, dirais-je. Alors, on ne t'entend plus. Bien. Bien, on ne t'entend pas. Je disais, oui, pardon, merci François pour cette intervention. Xavier, toi, tu as connu l'effet Hulk dans ton organisation. Tu as vu cet effet de contrôle. Est-ce que toi-même, d'ailleurs, tu t'es retrouvé à vouloir surcontrôler tes managers? Alors, l'excès de contrôle, je l'ai vu, je l'ai remarqué. Effectivement, un certain nombre de managers, plus dans mon écosystème, on va dire plutôt extérieur, je l'ai effectivement noté. Pour moi, cette crise, elle a ancré quand même un certain nombre de convictions, ou elle a confirmé plutôt un certain nombre de convictions que je pouvais avoir avant crise, notamment autour du management intermédiaire, autour des rituels managériaux et autour de la conviction que le double guichet ne doit pas exister, ce que François Goes vient d'expliquer. Je reprends les trois thématiques. Le management intermédiaire, c'est ce qui nous a permis en un jour de fermer des dizaines d'activités, des centaines de magasins, des centaines de centres de contrôle technique. Voilà, si on n'avait pas eu ce management intermédiaire positionné correctement dans ses responsabilités, on n'aurait pas réussi à faire ça. On n'aurait pas réussi non plus à rouvrir 330 centres de contrôle technique le 11 mai avec tous nos salariés dans les centres, avec les bons dispositifs en œuvre et de pouvoir, dès le 11 mai, repartir à 120, 130, 140% de production. Donc ça, je suis intimement convaincu que ce management intermédiaire est extrêmement important. Deuxième chose, le rituel managérial, c'est ce qui nous a permis pendant toute cette période
de pouvoir avoir des axes de communication clairs et d'avoir des managers qui sont correctement positionnés par rapport à leurs salariés. Là, je sors du contexte contrôle technique, mais sur d'autres activités plus orientées conseil ou plus orientées en capacité de pouvoir produire en télétravail. Tous les managers qui étaient baignés dans ces rituels managériaux n'ont qu'à eu à continuer ces rituels managériaux, rituels d'équipe, rituels individuels. Peut-être certains les ont plus intensifiés, c'est-à-dire que comme on n'a plus cette communication informelle au bureau, ben, on accentue un peu le nombre de points individuels, mais à partir du moment où ils existent, il n'y a pas de fait extraordinaire finalement à la crise, à l'après-crise. Et puis, je reprends le thème de François Gueux, c'est-à-dire que quand on est dans des périodes de crise comme ça, et si jamais on a une communication différente entre la communication qu'on a au manager et la communication qu'on a au syndicat, mais on va à notre perte et très vite, parce qu'on est dans un moment où la communication est cruciale, et si jamais on a une divergence d'information ou de posture vers une population ou vers l'autre, elles sont toutes les deux extrêmement importantes, alors on se crée soi-même d'énormes problèmes. Ok, merci Xavier. Luc, toi qui rencontres beaucoup d'organisations par tes activités, qu'est-ce que tu m'as déduit, toi? Tu as vu, toi, un management d'avant, un management d'après aujourd'hui par rapport aux interlocuteurs que tu as? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que les organisations qui ont investi sur le management, ça se voit. Et ça se voit quand? Ça se voit dans ces moments de crise. Parce que la crise, c'est un révélateur finalement des comportements. Ils vont accentuer les comportements extrêmes. Donc le surcontrôle. Et un autre truc qu'on a oublié, c'est l'abandon. C'est-à-dire à partir du moment où je ne vois plus les gens, je m'en occupe absolument pas. Donc on va trouver ces extrêmes de façon beaucoup plus aigus dans des organisations qui ont peut-être un peu moins investi dans ces couches de management intermédiaire. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est vraiment un révélateur des comportements. Et à chaque fois qu'on n'a pas de point de repère, qu'on n'a pas de point de référentiel pour les pratiques managériales, il y a beaucoup plus de risques de déborder et du coup d'avoir des comportements qui ne sont pas adaptés à la situation. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc on va trouver effectivement l'effet Hulk, le surcontrôle, mais on va aussi trouver d'autres effets. On va trouver l'abandon total, mais on va aussi trouver des gens qui ont fait preuve d'une inventivité absolument remarquable et d'écoute vis-à-vis de leurs équipes. On trouvera toutes les configurations possibles. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les organisations dans lesquelles on a peu investi sur le management, la disparité des comportements, c'est-à-dire les comportements extrêmes sont gommés en fait par l'investissement qu'on fait sur la formation, sur l'accompagnement des managers. Et donc, on va retrouver des comportements beaucoup plus disparates et plus de cas extrêmes. Deuxième point, c'est que est-ce qu'on est dans une nouvelle ère de management? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une réponse qui est évidente, c'est oui. Oui, on est dans un nouveau temps managérial. Je ne sais pas si c'est une ère, mais en tout cas, il y a un nouveau temps parce que on ne peut pas occulter un fait majeur pour le monde du travail et pour l'histoire du monde du travail, qui est qu'on a tous été projetés en télétravail du jour au lendemain. C'est un fait majeur. Du point de vue de la sociologie du travail, c'est la plus grande expérience grandeur nature que le monde ait jamais connue. En tout cas, que le monde du travail en France ait jamais connu à ce stade. Et je pense que tirer les enseignements de ça, ça va nous prendre des années. Le temps que les sociologues analysent vraiment ce qui s'est passé, que les psychologues nous disent comment les gens l'ont vécu. Et comme l'événement n'est pas terminé, c'est quand même bien difficile jusqu'à présent d'y voir clair. Cela dit, la question qui se pose, c'est quand on dit une nouvelle ère managériale, c'est est-ce que les choses qui ont changé pendant la période de confinement vont être maintenues après? Ça, c'est un peu plus compliqué à dire. C'est un peu plus compliqué de le dire parce que d'abord, il y a quand même une incertitude extrêmement forte qui entoure les mois à venir. On ne sait pas du tout de quoi va être fait septembre, ni encore moins octobre, et à quoi va ressembler janvier 2021, rebond par rebond. Enfin, c'est quand même très, très difficile d'avoir une vision claire là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura eu cette expérience grandeur nature qui va marquer un point dans le temps dans lequel on ne pourra pas cacher le fait que ça a à peu près fonctionné. Et ça, c'est majeur. Pourquoi? Et on le voit bien dans le retour au travail quand on écoute les managers aujourd'hui, leurs collaborateurs leur disent quoi? Ils leur disent, pourquoi est-ce qu'on revient? Ça fonctionne pas si mal. Et puis alors en plus,
comble du paradoxe. Quand je reviens au travail, mes collègues sont toujours en télétravail pour une bonne partie parce qu'on revient un jour par semaine. Donc, je reviens au travail pour faire de la visio exactement de la même manière que je la faisais à la maison. Donc, je pense qu'un des premiers points qu'on peut anticiper, c'est l'affaiblissement quelque part de cette espèce de valeur symbolique qu'est le lieu du travail, que ce soit le bureau, le centre de contrôle technique, le bureau de Maguerache, Julie Esterwen. Il va y avoir un temps d'affaiblissement du lieu parce que les gens se posent la question de savoir quel est le sens de ce lieu-là. Il va falloir là, pour le coup, sur le plan managérial, énormément de pédagogie pour expliquer que le lieu du travail, c'est pas seulement le lieu de la convivialité, c'est aussi le lieu d'expression de la norme sociale, c'est aussi le lieu de l'expression des standards de performance, et que quand on perd ça, on perd en qualité de coopération, on perd en qualité du vivre ensemble. Donc la réinvention, l'espèce de pédagogie du lieu de travail qu'il va falloir faire, je pense, va être un enjeu important. Xavier, tu disais, finalement, la question que je me posais en écoutant Luc, c'était de savoir si toi, est-ce qu'il y a eu un avant Covid, effectivement, et un après Covid dans ton management, dans le management. Est-ce que tes managers ont été transformés ou finalement pas tant que ça parce que tu les avais peut-être préparés voilà. Est-ce que le manager d'ECRA aujourd'hui est un autre manager par rapport à celui qui était à 3 mois? Alors, je pense que personne n'est resté le avant-après, enfin, personne n'est resté monolithique. Ça nous a tous transformés et bougé. Enfin, on est en train de vivre et on vient de vivre quelque chose d'absolument majeur. En revanche, est-ce que nos managers étaient préparés à ça? Mais comme aucun au monde était préparé, enfin, sauf peut-être dans les organisations militaires où on est préparé à énormément de choses, mais on n'était évidemment pas préparé à ça. En revanche, je me félicite d'avoir l'année dernière travaillé sur un grand plan de transformation managériale où on a justement positionné ce management intermédiaire dont je parlais tout à l'heure. On a fait un énorme effort l'année dernière, d'ailleurs accompagné par Julie Esterwen, et c'était un accompagnement extrêmement qualitatif. On a accompagné ce management intermédiaire dans son positionnement, dans comprendre à quoi il sert et comprendre qu'il est la cheville ouvrière de l'ensemble de l'entreprise. Parce qu'une entreprise de service, ce que je représente ici, sans management intermédiaire, ça ne peut pas réussir. C'est bien ce qu'on a fait l'année dernière, c'est ce qu'on a non seulement ce qu'on a fait, mais avec le recul plutôt bien fait, puisque ça nous a permis d'aborder cette crise avec un management intermédiaire positionné, structuré, en bonne compréhension de sa mission, reconnu par les équipes. Et donc, ces effets extrêmement anxiogènes, on ferme d'un seul coup tous nos centres de contrôle technique. 2 jours plus tard, il faut rouvrir nos centres de contrôle technique poids lourds parce qu'il faut assurer le service de public finalement et logistique au niveau national. Donc inventer avec nos organisations syndicales les mesures sanitaires, parce que évidemment le 17 mars, 18 mars, 19 mars, on n'a pas plus de masques que les autres, on n'a pas plus de gel hydroalcoolique que les autres, donc il a fallu inventer des choses. Et ça, sans un management finalement sûr de sa position et sûr de sa mission, ça aurait été extrêmement compliqué. Quand je dis extrêmement compliqué, ça n'aurait sans doute pas été possible, en tout cas pas comme on l'a délivré. Et puis je parlais aussi tout à l'heure de la reprise. On a réussi à reprendre de façon instantanée, non seulement instantanée, mais de façon extrêmement forte. Donc voilà. Donc est-ce que ça nous a changé cette crise du Covid? Évidemment. Est-ce qu'on était préparé à ça? Non, mais on était préparé. Notre organisation était préparée à pouvoir faire face à ce genre de choses. La preuve en est avec les exemples que je viens de donner. Alors justement, je rebondis sur cette notion de prévoyance. François, on dit souvent, dirigeant, gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que tu penses? On dit que c'est pas la première crise, qu'il y en aura d'autres, que les organisations doivent se préparer à tout ça. Comment tu vois, toi, justement, comment peut-on préparer des managers? Alors, Xavier dit, on n'était pas préparé à ça, mais on a quand même préparé nos managers.
Comment tu vois ce point, toi, là? Alors, la question que tu poses, d'une certaine façon, c'est comment peut-on transformer parfois en profondeur un peu le management, hein, si je reviens sur ton approche. Et je pense véritablement, et c'est certainement ce qu'a fait Xavier, je pense qu'on a besoin d'inventer ou de réinventer, ça dépend dans quelle situation on se trouve, les règles de fonctionnement du management. Pour moi, le management, ce n'est pas quelque chose de purement inné ou d'acquis. Le management, ce n'est pas un ensemble d'outils non plus ou de procédures qui sont parfois perçues comme bridant les énergies, étant à l'origine de décisions absurdes, des choses comme ça. Il faut qu'on retravaille, vous m'excuserez le terme, à une espèce d'intelligence globale des situations. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Si vous voulez, je vais reprendre un exemple de ce que j'ai connu professionnellement dans un environnement que je connais bien, qui est celui de l'hôpital. Celui qui a été aussi sous les feux de l'actualité ces 2 derniers mois. Hein. Alors, avant de rentrer dans l'exemple en tant que tel, attention, je ne voudrais pas désigner le coupable, c'est pas ça mon propos. C'est simplement à titre illustratif. C'est vraiment une expérience personnelle. À la fin des années 90, j'étais directeur de la stratégie d'un très grand établissement hospitalier, l'un des 10 plus grands établissements hospitaliers généraux de France. Et j'ai piloté, avec cette casquette, la mise en place d'un système qui permettait la maîtrise économique de l'activité et des coûts. Vous voyez arriver, tout le monde a tiré à boulet rouge sur ce qu'on appelait la T2A, enfin des choses comme ça, la gestion économique et budgétaire de l'hôpital. J'ai fait partie de ceux qui, dans les années 90, ont pensé un système. En fait, il s'agissait d'une application de type business intelligence. C'était extrêmement rare à l'époque. On était parmi les premiers à utiliser des techniques de BI qui étaient placées en prime sous une triple autorité. L'autorité des représentants du corps soignant, du corps médical et du corps administratif. Et d'une certaine façon, il ne s'agissait pas de faire des économies, hein, mais bien de s'interroger tous ensemble dans un vrai dialogue de gestion sur comment on pouvait faire mieux au service des patients dans un budget contraint. Malheureusement, hein, pour nombre de raisons, parfois qui étaient plus idéologiques que pratiques, cet outil de BI, et plus que l'outil, le dialogue de gestion, a été rejeté par l'équipe médicale à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? L'administration s'en est alors emparée seule. La crise qu'on a traversée et qu'a traversé l'hôpital, en général, hein, l'hôpital, ces derniers mois, a mis en exergue nombre d'évolutions qui sont complètement ubuesques et on va dire déconnectées du terrain. Et d'une certaine façon, cet exemple, cette illustration et ce qui s'est passé à l'hôpital montre que les managers de santé, les cadres de santé, soignants, médicaux, ont repris la place qu'ils avaient perdue dans tous ces contrôles absurdes, en redonnant souplesse et réactivité là où le système les avait, excusez-moi du terme, hein, infantilisés sous une masse de paperasse, de procédures administratives et qualité, et les avait mis dans un rôle de passe-plat. Entre guillemets, c'était plus des managers, hein. C'était des passe-plats. Il faut qu'on y fasse très attention. Là où le management a véritablement repris la main, où les fonctions support les ont véritablement supportées, eh bien, c'est là que ça s'est moins mal passé qu'ailleurs. C'est ce qui a permis de passer l'étape. Ils ont repris de l'autonomie. Mais, et là, je rejoins le propos de Luc, hein, d'une certaine façon, en post-Covid, on ne sait pas très bien ce qui va se passer derrière. Cette autonomie, est-ce qu'elle va perdurer? Personnellement, je pense qu'il est urgent de revoir à l'hôpital comme ailleurs, hein, la place de ce dialogue de gestion qui ne peut se résumer à une éventuelle réunion annuelle pour décider des budgets, par exemple. On a bien une logique où, d'une certaine façon,
Le repositionnement du management, c'est bien le replacer dans un environnement et dans un contexte global, avec une intelligence de l'ensemble des situations, et pas simplement être le vérificateur des travaux finis, le gars qui remplit des KPI, mais qui a véritablement cette logique. Vous savez, en milieu hospitalier, l'une des définitions du manager de santé, hein, c'est quelqu'un qui prévoit, qui décide, qui organise, qui mobilise, qui évalue. Ça, c'est les 5 points clés. Et moi, personnellement, j'en rajoute un 6e, c'est avec. C'est pas compliqué une fois qu'on a dit ça. Mais une fois qu'on a dit ça, on se dit, OK, reprenons, redonnons-leur leur place. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Luc, toi, est-ce que tu... Pardon. Réinventer le management, c'est parfois revenir à une bonne vieille logique pratique qu'on n'aurait jamais dû parfois abandonner pour plein de raisons. Luc, toi, tu penses qu'on peut préparer les managers à ce qui peut arriver demain, des nouvelles crises? Je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui a été évoqué à la fois par Xavier et puis par François à l'instant, c'est que pour avoir de l'intelligence de situation, j'aime bien ce terme, je pense qu'il est important pour des managers, pour avoir de l'intelligence de situation, ils sont déjà intelligents avant les managers, avant qu'on les forme, ils ne nous ont pas attendu. Par contre, ils ne deviennent intelligents à plusieurs et donc coordonnés dans leur effort que s'ils ont des points de repère communs. Et c'est pour ça que faire émerger une strate managériale qui est renforcée, comme le travail qu'a fait Xavier avec DECRA, ça va donner à la masse de ces managers des points de repère communs. Et quand vous avez des points de repère communs, c'est plus facile d'agir en groupe. Donc ça, c'est le premier point. Donc, premier élément de préparation, si vous voulez réagir efficacement dans des crises, ce que montrent à peu près toutes les recherches sur les groupes, sur les grandes organisations, c'est qu'il vous faut une culture interne qui soit très forte. Beaucoup de points de repère communs, beaucoup de feedback, beaucoup d'échanges, beaucoup de coopération, beaucoup de compréhension mutuelle. Et il n'y a que à cette condition que vous allez avoir de l'agilité et que vous allez avoir de la capacité de réaction. Parce que vous allez avoir de la confiance. Et la confiance, en fait, c'est le pendant de l'autonomie. Hein. Confiance et autonomie, ce sont des conditions réciproques, si j'ose dire. Donc, il va falloir avoir ça. Et ça se construit dans le temps. Le deuxième aspect, il est lié au fait que si vous voulez avoir une organisation qui soit résiliente, la résilience, ça s'apprend. La résilience, ça s'apprend. Ce n'est pas qu'un paramètre psychologique. Il y a des expériences extrêmement intéressantes qui ont été faites, pour reprendre l'analogie avec le milieu médical que faisait François, sur les infirmières dont on sait qu'elles sont, par la nature de leur métier, très fortement exposées à des moments dans leur vie qui vont être des vrais moments de crise. Mais les expériences montrent qu'avec des simples ateliers sur la résilience, on augmente de manière tout à fait significative leur capacité à passer les caps émotionnels de leur carrière dans les 3 années qui suivent. Et là, je parle d'études qui sont faites vraiment avec un groupe contrôle, etc. Donc, ça s'apprend la résilience. On peut apprendre par la connaissance de soi, évidemment. On peut apprendre en comprenant les mécanismes de la résilience. Qu'est-ce qui va faire que je vais retrouver une forme de pérennité dans mon vécu émotionnel de la situation après la crise? C'est des choses qui s'apprennent. Or, c'est important parce que la mécanique, la nature même de la mécanique d'une crise, c'est que vous avez une phase de stupeur qui est suivie d'une phase de dispersion. On tire dans tous les sens, on s'agite pour essayer de résoudre le problème. Et donc, les émotions qui sont ressenties dans la phase de stupeur sont masquées par tous les efforts pour essayer de décoper l'eau qu'il y a dans le bateau. Et donc, elles vont s'exprimer plus tard dans une phase un peu de décompression. Et dans ces moments-là, si j'ai un réseau social et un réseau de pairs qui me soutient, donc si j'ai une communauté managériale avec les mêmes repères, si je me projette vers l'avant, si j'ai de l'écoute autour de moi, à ce moment-là, je vais mieux vivre en réalité et mieux rétablir l'organisation dans sa manière de fonctionner. Il y a beaucoup de questions en ce moment quand on parle avec des dirigeants. Depuis le déconfinement, on sent bien que le management est, peut-être le mot est un peu fort, mais est un peu en détresse, c'est-à-dire qu'il doit retrouver ses repères, justement. Si vous aviez un conseil, en tout cas au regard de votre expérience personnelle et de ce que vous faites et de ce que vous êtes, quel serait finalement le levier opérationnel que vous conseilleriez aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être en ligne aujourd'hui, pour aider le manager aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, dans cette période de déconfinement, donc une période un peu encore grise, je dirais. Qui veut prendre? Xavier, si tu veux.
Oui, volontiers. En fait, on vient de passer une période, on est encore dans une période où le présent a été extrêmement dominant, ultra dominant, même le seul sujet. Comment j'engage, comment je désengage, comment je réengage mes forces de travail, etc. Moi, mon gros sujet en ce moment, alors c'est non seulement vers les managers, mais c'est l'ensemble des parties prenantes, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps long? Comment est-ce qu'on reprend pied sur le temps long? Et de commencer à réfléchir de façon proactive sur la fin d'année, l'année prochaine. On va commencer à rentrer dans ce fameux rituel de la période budgétaire. C'est pas tellement le budget qui m'intéresse, c'est pas tellement les euros dans le budget. C'est quoi le plan d'action? C'est quoi l'histoire qu'on se raconte? Et moi, je suis assez j'allais dire atterré, mais je pense que le mot n'est pas si fort que ça, par cette ambiance générale qui est, en fait, on est en train de revenir à 2019. Ça y est, c'est fini. Moi, ça me fait peur, et je veux surtout pas que mes managers rentrent dans cette dimension-là, dans cette optique-là, parce que c'est peu probable que ce soit fini. Je le souhaite, hein. J'aimerais bien que ce soit fini, mais c'est peu probable. Donc, comment est-ce qu'on se projette sur peut-être une deuxième vague? Ça peut exister. Par exemple, là, en Israël, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, hein. Ils ont plutôt vécu une première vague assez faible. Ils sont en train de vivre une deuxième vague. Donc, comment est-ce qu'on anticipe ça? Qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on se raconte du point de vue de nos salariés? Qu'est-ce qu'on se raconte du point de vue de nos clients? Qu'est-ce qu'on se raconte en termes de préservation de nos structures économiques? Et en fonction de la gravité, comment est-ce qu'on agit potentiellement? Voilà, on commence à réfléchir à ça. Et puis, sur le temps long, en 2021, si j'ai parlé du contrôle technique, mais on a d'autres activités potentiellement qui sont impactées sur le temps long. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, quelle est l'histoire qu'on se raconte et quelle est l'histoire qu'on va porter à travers. Alors, le budget n'est qu'une excuse finalement à cette discussion, mais qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire? Quel est notre plan d'action et quelle est notre vision? Voilà. Et ça, c'est ma difficulté du moment. Le temps long est aujourd'hui ma difficulté du moment. D'accord. François, toi? Je rejoins complètement ce que vient de dire Xavier. Tout d'abord, je pense qu'il est complètement illusoire que de se dire qu'on ne reconnaîtra pas d'épisodes similaires. C'est quand même fou, on a quand même oublié le fait qu'il y a eu le SRAS il y a de ça une dizaine d'années. Hein, on a vite oublié ça, etc. Mais on sait très bien qu'on n'en a pas tiré les enseignements, contrairement à des pays qui ont été plus durement touchés. Hein. Je parle en Asie du Sud-Est, etc. Donc, préparons-nous d'une certaine façon et interrogeons-nous sur le risque que nous avons que de voir revenir ce genre de situation. Il y a tout un ensemble de choses qu'on pourrait conseiller comme levier opérationnel, si je reprends ta question initiale. Pour moi, alors en liaison avec cette logique d'intelligence globale des situations, il y a un autre point qui est extrêmement important, qu'on connaît bien dans le monde des ressources humaines, c'est la logique de la recherche et de la garantie des grands équilibres. On connaît tous hein, l'équilibre rétribution, contribution, individuel, collectif, etc. Et je pense que, au-delà de tout ce que l'on pourrait dire en matière de posture managériale, communication, animation, et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, il faut que l'on soit particulièrement attentif et que nos managers soient particulièrement attentifs au fait d'avoir des logiques, des décisions, des postures qui sont toujours dans l'équilibre. Et un équilibre, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans l'eau tiède, hein, mais l'équilibre, ça veut dire qu'on est véritablement partagé les raisons et les motifs de
Parce que, d'une certaine façon, des choses qui, parfois, dans l'entreprise apparaissent comme étant déséquilibrées, incompréhensibles, etc., c'est parce qu'on ne dit pas vraiment les choses. On va trop vite. C'est parfois plus un problème de... On n'a pas pris suffisamment de temps à expliquer en amont, et en définitive, ça ne va pas. Et vous savez, c'est toute la différence entre, quand on recrute quelqu'un, par exemple, entre le poste tel qu'il est confié et le poste tel qu'il est tenu. Ah, j'ai confié ce type de poste, tu ne le tiens pas bien. Ah ben, je vais t'envoyer en formation. Truc classique, hein. Oui, mais en fait, on a sauté plein d'étapes. Entre le poste tel qu'il a été confié, le poste tel qu'il été compris, un écart de communication. Le poste, alors si on réduit cet écart, il a été compris, mais est-ce qu'il a été accepté? Un écart d'adhésion. Et c'est plus un simple écart de communication. Puis le poste tel qu'il a été accepté et tel qu'il est tenu, il y a encore un écart. Ce sont des écarts de ressources. Et en fait, de temps en temps, vous savez, on va un peu vite, on dit on va mettre les moyens, alors qu'en fait, le vrai problème initial, c'est communication, adhésion aux ressources. C'est dans l'ordre. Et si on a pris parfois un peu plus de temps à expliquer, eh bien, on gagnerait beaucoup de temps à régler des problèmes qui ne seraient, en l'occurrence, pas apparus. Luc, peut-être. Sur l'accompagnement des managers, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est l'urgence. Un deuxième niveau qui est plutôt essayer de tirer le meilleur de ce qui s'est passé. Un troisième niveau qui va rejoindre le point de Xavier sur le temps long. Sur le premier niveau, l'urgence, c'est que, encore une fois, les organisations qu'on peut investir sur le management vont avoir une grande disparité, une grande variance, on va dire, dans les comportements managériaux parce qu'il y a moins de points de repère. Pour cela, je pense qu'il est urgent dans la période actuelle de reformer, même à distance, même sur des temps très courts, sur les rituels, sur les pratiques de référence, sur l'écoute, sur l'attention aux signaux faibles, sur la compréhension des mécaniques émotionnelles des gens, parce qu'on est dans un moment qui va être un moment sensible. Ce que tout le monde a dans la tête pour le moment, c'est vivement que ce soit les grandes vacances. Ce que tous les patrons ont dans la tête, c'est vivement qu'on puisse rattraper un bout du temps perdu, et tout ce monde-là va se retrouver à la rentrée avec des attentes extrêmement disparates, qu'on le veuille ou non. Donc, on est sur un terrain glissant. Donc, si vous n'avez pas formé avant, c'est le moment de le faire sur des choses extrêmement opérationnelles. Extrêmement opérationnelles. Comment on fait des one-to-one? Comment est-ce qu'on recrée des rites collectifs, même simples, même tout petits avec son équipe, pour éviter le sentiment d'abandon total ou pour enlever le sentiment qu'on est en surcontrôle mais sans écouter personne. Ça, c'est le premier point. Je dirais la première couche, elle n'est pas cosmétique, elle est presque défensive pour s'assurer qu'on n'ait pas des drames qui arrivent dans les organisations. Parce que quand les gens n'ont aucun contact avec leurs collègues, vous ne savez pas quel est leur environnement familial et vous ne savez pas comment ils vivent la situation. Donc là, vous avez des risques. Pour être clair, vous avez des risques. Le deuxième niveau, c'est que quand on étudie les mécanismes de la résilience et qu'on cherche à les comprendre, il faut avoir en tête qu'on a tous activé des réflexes pendant cette période de confinement. Il serait d'ailleurs juste de parler de crise du confinement parce que c'est ça qui est pertinent du point de vue du monde du travail, plus que la crise du Covid, qui est d'abord une crise sanitaire. Mais on a tous activé des réflexes, et parfois des très bons réflexes. Et probablement que là, on arrive dans une période où il est temps de regarder les réflexes qu'on a activés en se disant « Tiens, là, on a bien fait, ça a marché ». Et est-ce que ces réflexes deviennent institutionnalisés? Comment est-ce qu'on fait pour que ce réflexe, qu'on n'aurait peut-être pas eu une autre fois, qu'on n'aura peut-être pas la prochaine, ça devienne un paramètre, quelque part, de l'organisation qui renforce sa capacité à gérer une crise, mais n'importe quelle crise, pas la crise du Covid-20 ou du Covid-21, n'importe quelle crise. Parce que dans une crise, il y a une mécanique qui est toujours un peu la même. Donc ça me paraît important. Donc, premier point, mécanique défensive, on essaie de renforcer le management pour éviter qu'il y ait des situations dramatiques. Deuxième point, on fait le bilan de cette période de confinement. On a appris des choses, on se projette vers l'avant, on essaie de comprendre comment ça marche et on essaie aussi de casser les mythes, ce dont parlait Xavier, le mythe du retour à la normale, le mythe de la reconstruction complète de l'entreprise ou le mythe de la révolution, ça y est, une nouvelle ère est arrivée.
il faut arriver à trouver un juste milieu dans tout ça. Et puis le troisième point qui me semble essentiel, c'est quelque chose qui est en lien avec ce que disait François au début sur cette idée d'intelligence de situation. On a besoin d'avoir un corps managérial quand on est face à des événements macro de ce type-là, mais ça inclut les réorganisations, ça inclut les évolutions très fortes des métiers. On a besoin d'avoir un corps managérial qui a une capacité décisionnelle forte. Et ça, c'est important parce que pendant longtemps, on a parlé des hard skills, hein, les compétences techniques, et de l'autre côté des soft skills, donc ça, c'est la qualité relationnelle, par exemple. Je crois que le temps qu'on a devant nous, ça va être le temps aussi de super soft skills. C'est être capable de se maîtriser soi-même, être capable de comprendre l'impact qu'on a sur les autres, être capable de se distancier dans des moments d'intensité décisionnelle comme une crise, de ses biais cognitifs, par exemple, de savoir renouer avec son intuition parfois, d'avoir une intelligence des émotions des autres. On est là sur des types de compétences qui sont vraiment les compétences du 21e siècle. C'est ce que dit Alexandra Didri dans son livre sur le développement des soft skills. Et je crois que ça, c'est un investissement qu'on peut faire et il est légitime, pertinent de le faire dans une période post-crise pour renforcer la capacité des équipes à affronter n'importe quelle crise. C'est ça l'enjeu. On ne sait pas à quoi on les prépare, mais on doit les préparer à tout. Ok, merci beaucoup à tous les trois. Donc si j'essaie de retrouver des mots-clés pour chacune de vos conseils. Xavier, toi, c'est préparer le temps long. Luc, c'est renforcer tout de suite maintenant pour effectivement éviter quelques drames. Démythifier, j'ai bien aimé cette notion de démythification. Et enfin, les super soft skills, l'avènement peut-être des super soft skills. Je vais laisser la parole à Emmanuel Joseph Dailly, qui va remettre sa caméra, je pense, et qui donc est notre SVP et qui a dû avoir quelques questions, si elle en a eu, en tous les cas. Et voilà, je te laisse comme on dit, je te laisse le floor. Julien, merci. Alors, j'ai une question qui va être pour toi, Xavier, qui t'est nommément posée sur les évolutions dans le contenu du dialogue entre managers dans cette période. Et je pense que la question fait référence à tout ce qui peut toucher la solitude managériale, du coup, du manager qui est loin de ses pairs. Comment est-ce qu'il a communiqué avec ses pairs, sur quel sujet, peut-être quels ont été les tenants et les aboutissants de la solidarité, du soutien, du partage de pratiques et de la créativité collective avec les pairs. Merci beaucoup pour cette question, très intéressant. Donc les managers sont soumis au même rituel finalement que eux avec leurs équipes, en tout cas dans les structures que je dirige. C'est-à-dire que ils ont eux-mêmes des entretiens réguliers one-to-one avec leur propre manager et par entreprise en tout cas, ils ont des réunions entre managers avec leur propre manager. Donc, ce qui permet cet ensemble d'échanges, et ça revient donc au rituel dont je parlais tout à l'heure, et ça répond également à ce que disait Luc sur la communauté managériale. Donc ça permet de pouvoir évoquer ses propres doutes, ses propres questions, ses propres difficultés en tant que manager et de pouvoir essayer d'y répondre collectivement. Alors, évidemment, si on avait mis en place ces rituels pendant la crise ou pendant le confinement, je pense que ça aurait été assez difficile de les mettre en œuvre. Ils étaient mis en œuvre au préalable, donc on a fait que utiliser l'outil et l'utiliser peut-être un peu plus intensément. En revanche, là où je n'avais pas ce type de rituel, ou en tout cas je n'avais qu'une partie des rituels, c'était avec les top managers de ces entités, directeurs généraux de ces entités, où je n'avais que des one-to-one qui étaient inscrits, et pas forcément, parce qu'ils ont des métiers différents, pas forcément de communauté managériale ou de réunions collectives. Et c'est quelque chose dont on a ressenti le besoin très rapidement au début de la crise, et on a mis en place des réunions bi-hebdo ou hebdo, ça dépendait de l'intensité de l'actualité, notamment de l'actualité sociale, où ça nous a permis de
d'évoquer un certain nombre de doutes qu'on pouvait avoir, un certain nombre de difficultés qu'on pouvait avoir, et d'échanger entre nous sur cet ensemble et sur la direction qu'on devait prendre. Et donc, de prendre une direction collective qui soit homogène, notamment d'un point de vue social, parce qu'on a encadré toute la période notamment de chômage partiel par des accords, et on a essayé de faire en sorte que ces accords soient homogènes d'une entité à l'autre en France. Donc voilà, le rituel. Enfin, je suis un fanat du rituel managérial, parce que je pense qu'il apporte énormément. Il faut évidemment avoir des managers qui sont capables d'endosser ces rituels avec toute la bienveillance, le recul, la hauteur et l'accompagnement nécessaire dont parlait Luc tout à l'heure. Super. Manuel, une deuxième question? Alors, je ne sais pas si Manuel est avec nous. Il a disparu. Voilà. Je suis à nouveau là. Pour l'instant, on n'avait que cette question, mais je vous encourage à poser vos questions à nos intervenants pour qu'on puisse bénéficier de leur expertise. Peut-être une question pour ma part. Comment ça s'est passé justement avec les IRP, Xavier, dans ton organisation? Comment elles ont abordé ce point? Comment tu as fait pour gérer ça? Alors, surtout pas de double guichet. En fait, très rapidement, dès le confinement, je crois que le confinement était le mardi, donc le jeudi, on avait mercredi, pardon, on avait nos premiers CSE extra. Alors sans forcément avoir respecté les délais de prévenance, même si une semaine après ils étaient réduits, mais bon, ils étaient de toute façon très à l'écoute de toute information ou tout dialogue qu'on aurait pu instaurer. Donc les délais de présence n'étaient pas tellement un sujet. Ensuite, on a eu, je le disais tout à l'heure, une problématique sur notre activité contrôle technique poids lourd, où le ministère des Transports nous a demandé de réouvrir nos centres de contrôle technique poids lourd pour assurer la pérennité de la chaîne logistique nationale. Donc il a fallu, au pied levé, avec notre CSSCT, inventer la procédure sanitaire autour de cette problématique, encore une fois, sans masque et sans gel hydroalcoolique. Donc il a fallu qu'on prenne à notre compte ce que nous disaient les instances sanitaires et qu'on essaye de le transposer dans le travail quotidien d'un contrôleur technique. Et on a eu des instances qui ont été très volontaires pour essayer de trouver une solution, quelque part un peu tous dépassés par à la fois l'ampleur du sujet et la nécessité de répondre à la nation, quelque part. Enfin, c'est peut-être un grand mot, mais c'est quand même un peu ça. Donc finalement, le clivage syndical ou syndicat direction est assez vite tombé, et on est rentré dans un dialogue très constructif, très intéressant. Après, on a eu une période, donc on a voulu mettre en place des accords pour encadrer toute la période de chômage partiel. Et donc on a coordonné l'ensemble du dialogue avec dans l'ensemble des entités, et pour rentrer dans ces discussions, on a eu une réunion générale de l'ensemble des organisations syndicales avec l'ensemble des managers pour cadrer finalement ce qu'on voulait mettre en place, là où on voulait aller, et avoir un échange très large. Ça nous a permis derrière de signer un accord homogène sur l'ensemble des entités. Ça, c'était extrêmement important. Et à la sortie de ça, j'ai un de mes représentants syndicaux, mes délégués syndicaux, qui est revenu vers moi et qui m'a demandé si j'étais satisfait de la signature de ces accords. Alors, évidemment, je lui ai répondu que oui, parce que on avait des accords qui étaient homogènes sur l'ensemble des entités et on avait signé des accords. Donc ça, en soi, c'était satisfaisant. Mais plus que tout, et c'est ce que je lui ai répondu, on est rentré ensemble dans cette période. On est rentré
organisation syndicale, représentants des salariés, direction, on est rentré ensemble et on a ensemble répondu à travers un accord à une première question d'un point de vue social. Et ça me semblait extrêmement important. Et ce que je lui ai dit, c'est, parce que là, on vient de signer un accord sur le temps 1, mais on va avoir un temps 2, un temps 3, un temps N. Et si on rentre pas ensemble dans le premier temps, comment est-ce qu'on va faire au temps N? Donc voilà, j'étais content pour ça. Voilà, et c'est ce que je lui ai répondu. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui on est encore dans cette dynamique. Et voilà, je suis très très content d'avoir eu ce temps 1 collégial. Merci. Manuel, tu veux que je te pose une question? Vas-y, tu peux poser ta question? Est-ce qu'il y a une question que tu as reçue? C'est ça, je t'ai vu. Oui, il y a une question intéressante sur le ton et la posture des dirigeants par rapport à la crise. Une question qui évoque l'humilité, pour savoir s'il y a davantage d'humilité au sein des directions générales. Alors, je vais la compléter justement parce qu'il y a une question que je me suis posée. Peut-être tu veux partager ton ressenti, Xavier? Alors, oui, et je vais la compléter, Luc, Xavier. Je vais la compléter par la question. On nous dit aussi qu'il y a eu un nouveau style de leadership qui est apparu dans cette crise. C'est-à-dire que on a retrouvé finalement le leadership, alors je vais l'appeler Christophe Colomb, c'est-à-dire on est sur un bateau, on ne sait pas exactement où on va, mais de toute façon, faites-moi confiance, ça va bien se passer. Donc je voulais savoir si, en complément de la question d'Emmanuel, quelle est votre perception de tout ça? Ou peut-être après Xavier qui répondra en tant qu'acteur de ce type de leadership, peut-être. Luc, ouais, si tu veux commencer. Oui, bah, déjà, je voudrais faire un commentaire, peut-être avec un peu d'humour, mais quand on est face à une épidémie dont même les plus grands épidémiologues ne savaient pas comment elles allaient évoluer, je dirais que la posture gagnante, c'est celle de l'humilité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas tellement le choix de la posture. Si le choix que vous avez, c'est de dire j'ai une vision parfaite pour vous expliquer qu'en juin, ce sera terminé, vous courez quand même un risque relativement important. Donc, premier point, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix autre que celui de l'humilité face à un événement comme ça. Le deuxième point, c'est que dans les échanges qu'on a avec les dirigeants, il y a deux choses qui sont assez manifestes. D'abord, beaucoup d'humanité parce que on est sur un événement qui touche tout le monde. Et puis, je le rappelle, qui touche un peu plus fortement les populations les plus âgées. Il y a peu de dirigeants qui sont hyper jeunes, qu'on se le dise entre nous, et qui donc se sentent forcément plus concernés à un titre ou à un autre. Parce que c'est pas seulement par égoïsme, c'est aussi que dans une crise, il va falloir quelqu'un qui dirige. On a besoin de quelqu'un pour porter sur ses épaules ces enjeux-là. Ce qui veut dire que concrètement, on a vu quand même beaucoup de gens qui étaient plutôt sur le registre de dirigeants, qui étaient plutôt sur le registre protégez-vous, protégez vos proches, faites attention à vous. Et cette attention-là, je trouve qu'elle avait quelque chose de nouveau. Elle avait un parfum intéressant d'humanité, de partage, d'être capable de donner un peu de l'intimité de ce qu'on était tous en train de vivre, parce qu'on était liés entre nous, parce qu'on est des êtres humains, et pas seulement parce qu'on a des relations dans l'entreprise. Ça me paraît être le premier point. Et puis le deuxième point, c'est l'après-crise. Là, pour le coup, je pense que ça va être plus compliqué. Je pense que la plupart des dirigeants ont le sentiment d'avoir fait au moins un bout de sacrifice ou d'avoir fait preuve d'une certaine mansuétude vis-à-vis des difficultés qu'on a tous connues en ayant à la maison les enfants en même temps qu'on télétravaille, avec chacun ses contraintes, et qu'il y a forcément un moment où on se dit, bon, en tant que dirigeant, il va falloir remettre tout le monde au boulot. Et que l'incompréhension qu'on pourrait avoir face à des gens qui n'ont pas envie de revenir au travail, non pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais parce que ça représente pour eux émotionnellement quelque chose qui est compliqué à gérer, je pense que ce moment-là va être complexe. Je crois que Julien a dit François. Ça, exactement. Une bonne lecture de Ménel. Oui. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Luc, surtout sur le retour, hein, parce que d'une certaine manière, je pense aussi que la crise peut réveiller, pour des raisons économiques, les pires comportements de contrôle. Les tensions sur la trésorerie, par exemple, sont l'occasion de s'interroger fortement et d'essayer de serrer la vis, si vous me permettez ce terme. Nos organisations n'ont pas souvent la maturité pour faire face sereinement à des situations telles que celle-là, et en prime, il faut bien être honnête, on a une certaine forme d'aversion
à l'incertitude. On ne supporte pas. On n'aime pas. Et il y a ce point-là. Et quand Julien, tu reposais la question et quand j'ai écouté Luc, je me rappelais, je me remémorais une situation un petit peu particulière. On est en train de mener une enquête sur le télétravail et la manière dont est perçu le management. Ce n'est pas les problématiques d'humilité qu'on regarde véritablement. On a quelques résultats qui montrent que les collaborateurs ont trouvé que leur manager avait bien tenu la barre, si vous me permettez ce terme-là. Et en fait, quand on regarde un petit peu les premiers résultats qu'on a, on n'a pas de différence majeure entre avant le confinement et la période de confinement. Premier élément important. C'est un peu comme si cette période d'éloignement forcé n'avait pas fondamentalement changé la nature de la relation managériale. C'est fou quand on y réfléchit. Ça conduit à s'interroger ainsi pour moi, sur les attentes des salariés en direction de leur hiérarchie. Alors, en fait, bien souvent, on nous dit le cadre est absent de la scène de travail. Absorbé qu'il est par des réunions, par des projets, par la nécessité de faire du reporting, de piloter des systèmes de gestion ou parfois de s'occuper de sa propre carrière, si vous me permettez cette petite pique. Et en fait, ici, les salariés disent simplement qu'ils ont besoin d'une relation régulière et confiante avec leur manager, ce qui est une part modeste de ce qu'on attend du manager. Et on pourrait résumer que ce management en télétravail, et on est passé d'un management qui est distancié dans une proximité avant, et ce qui risque de revenir, à un management de proximité dans la distance pendant le confinement. Et d'une certaine façon, c'est comme si d'une distance relationnelle, avant, on est passé à une simple distance physique après. Il faut bien être honnête, pendant cette période-là, il y a eu des échanges beaucoup plus fréquents, beaucoup plus nombreux, qui se sont passés. Cette transition, elle est importante. Et d'une certaine façon, alors, il n'y a pas la notion d'humilité, même si je partage tout à fait ce que tu disais, Luc. On est bien dans cette logique où, eh bien, cette relation, on veut qu'elle perdure. Et ça va être important. Ça va être important parce que d'une certaine façon, oui, je suis retourné au boulot, j'ai un chef, mais de toute façon, je ne le vois jamais, etc. Ça ne va plus pouvoir se jouer simplement comme ça. Justement, alors, je profite qu'Emmanuel soit à la fois notre animatrice des questions et en même temps l'experte des sujets des sujets de neurosciences et l'impact que ça a sur le management. Quand tu entends François et Luc, quel est ton décryptage finalement par rapport à ça, à cette relation, justement, ce sondage là dont vient de parler François, où finalement la relation managériale n'a pas beaucoup évolué, enfin la relation entre le manager et le manager n'a pas beaucoup évolué. Il y a des explications, des pistes de réflexion? Si on prend l'angle des neurosciences, il y a quelque chose qui s'est passé durant cette période, c'est que nos neurones miroirs ne se sont pas tellement activés en mimétisme. C'est-à-dire que les neurones miroirs sont ces neurones qui s'activent quand on est en connexion avec l'autre, quand on perçoit ces signaux émotionnels. On le perçoit via la vidéo, mais beaucoup moins qu'en présentiel. On va rater un certain nombre de choses, même si en vidéo, on perçoit beaucoup plus que masqué en présentiel. Donc, ce sera intéressant d'étudier aussi ce qui va se passer une fois qu'on sera tous masqués et qu'on ne verra plus la moitié de notre visage. Il faudra mettre toutes nos émotions dans nos yeux, dans nos mains, dans nos gestes, dans le port de notre tête pour pouvoir faire passer les messages. Mais en tout cas, on a forcément perdu en mimétisme. Et du coup, l'exemplarité n'est pas passée par la partie non verbale de ce qu'on dégage. Elle est passée par autre chose. Et ça c'est quelque chose qui sera intéressant d'étudier. D'accord. Xavier, peut-être le dernier mot de la fin par rapport à cette question. Est-ce que ton leadership, est-ce que tu as changé de leadership finalement? Est-ce que il y a eu un Xavier d'avant Covid et un Xavier pendant le Covid et un nouveau Xavier après Covid? Il faudrait demander aux autres. Non, par rapport à la question qui était posée, mais ça répond en partie à la question que tu poses.
Est-ce que les managers sont plus humbles aujourd'hui qu'hier? Je ne sais pas s'ils sont plus humbles. En tout cas, cette période a introduit dans les relations managériales beaucoup plus d'humanité. Il n'y a pas une visio, il n'y a pas un échange qui ne commence pas par « comment tu vas ?» C'est pas le ça va d'hier qui n'attendait pas de réponse. C'est comment tu vas? C'est une vraie question. C'est une vraie question à laquelle on attend une réponse. Et il n'y a pas une visio en one-to-one qui ne commence pas par ça. Et on est intéressé par la réponse et la réponse est importante. Et sans doute parce qu'on a plus non-verbal qu'on avait avant. Je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas, cette question voilà, qui rajoute de l'humanité dans cette communication à distance. Pour moi, c'est un élément extrêmement nouveau, extrêmement important, qui perdure. Alors, est-ce qu'il perdurera encore des semaines, des mois, des années, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un vrai changement que je note et que je trouve extrêmement important dans la relation professionnelle, auquel on ne donnait pas assez de place à cette question, en tout cas pas la place qu'elle a aujourd'hui. Bien, mais écoutez, l'heure est terminée, c'était très passionnant. Merci encore à vous quatre pour vos interventions. Merci Emmanuel aussi pour ton animation. J'espère que ce webinaire, ce premier webinaire, Retour à la normale, vous a plu, vous a intéressé. On vous enverra un petit questionnaire de satisfaction parce que ça nous permet aussi collectivement de progresser et de voir s'il y a des thématiques aussi qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous suggérer les thématiques qui vous intéressent. Et puis on vous donne rendez-vous au prochain webinaire dont on vous communiquera la date bientôt. En tout cas, merci à vous tous. Merci Xavier, merci Emmanuel, merci François, merci Luc. Et merci à toute l'organisation Julie Starone qui est derrière. Vous ne voyez pas, mais ils sont derrière aux manettes. Je pense à Julie, je pense à Judith. Merci à elles deux. Bonne matinée, bonne fin de matinée et bonne fin de journée en tout cas. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.